La grande salle du château de Valgrine scintillait sous la lumière des lustres dorés. Rideaux de velours rouge, lustres de cristal et musique à cordes emplissaient la pièce d'une atmosphère magique et dangereuse. C'était la nuit du traditionnel bal masqué, un événement qui scellait les alliances, masquait les visages, et révélait les destins. Le comte Adrien de Voran, héritier de l'une des plus anciennes maisons de France, observait les invités avec un mélange d'ennui et de vigilance. Encore jeune, mais marqué par les guerres frontalières, il savait que là, au milieu des sourires et des danses, se déroulaient des combats plus subtils que sur le champ de bataille. Son père avait été trahi par un vieux rival, le duc Alphonse de Lancey, et depuis, Adrien nourrissait une haine sourde pour cette lignée. Mais ce soir-là, quelque chose ou plutôt quelqu'un le détourna de la vengeance. Elle apparut en haut de l'escalier, drapée d'une robe bleu sarcelle qui évoquait le scintillement d'un lac au clair de lune. Elle portait un masque argenté simple mais élégant qui cachait une grande partie de son visage. Son regard, cependant, exprimait une fermeté et une tristesse qu'Adrien reconnut instantanément. Ce regard appartenait à quelqu'un qui avait vécu parmi les ombres. Alors qu'elle descendait les marches, les regards se tournèrent vers elle comme si elle était l'incarnation même du mystère. Personne ne savait qui elle était. Aucune dame à la cour n'avait cette allure ni ce silence. Elle ne riait pas aux blagues, n'affichait pas sa beauté avec arrogance. Elle se contentait d'observer. « Puis-je avoir cette danse » demanda Adrien en s'approchant sans cérémonie. Elle hésita. Mais au bout d'un moment, elle inclina légèrement la tête et tendit sa main gantée. La danse commença. Et avec elle, le destin. « Comment dois-je vous appeler » demanda-t-il, essayant de déchiffrer le sourire caché sous le masque. « Ce soir, appelez-moi simplement Aurore » répondit-elle d'une voix basse et ferme. Sa présence avait quelque chose de magnétique. Adrien, habitué aux manœuvres politiques et à la superficialité de la cour, se sentait piégé par quelque chose qu'il ne comprenait pas. Lorsque la chanson prit fin, il ne voulut plus lâcher prise. Ils dansèrent une fois de plus. Et encore. La nuit semblait faite pour eux deux. Et puis, à l'instant le plus inattendu, elle dit : « Si tu me demandes en mariage avant minuit, j'accepte. » Adrien sourit, pensant que cela faisait partie du jeu. Mais quelque chose dans son regard le fit prendre la demande au sérieux. Lui, qui n'avait jamais cru à l'amour, se sentait porté à un élan aussi fou que vrai. À chaque minute qui passait, cette femme masquée brisait les certitudes qu'il avait nourries toute sa vie. Et, peu avant minuit, devant toute la salle de bal, il s'agenouilla devant elle. « Aurore, que ce soit ton vrai nom ou non, veux-tu être ma femme ?» Elle le fixa un long moment. Puis elle hocha la tête. « Oui, monseigneur. Mais n'oubliez pas, chaque masque a un prix. » Le lendemain matin, elle était partie sans laisser de traces. Mais le comte Adrien de Voran, fidèle à sa parole et défiant tout protocole de la cour, envoya des messagers dans toutes les directions. Il fallait retrouver l'inconnue. Car, comme promis, il la prendrait pour épouse. Ignorant qu'il avait scellé son destin, avec la fille de son plus grand ennemi. Les jours qui suivirent le bal masqué furent remplis de rumeurs, d'intrigues et de scandales étouffés. Personne ne savait qui était la mystérieuse femme qui avait conquis le cœur du comte Adrien de Voran. Beaucoup la croyaient actrice à gages. D'autres, un piège tendu par une famille rivale. Mais Adrien, insensible aux propos acerbes de la cour, était déterminé, il retrouverait cette femme. Et il en ferait son épouse. Cependant, les messagers revinrent les mains vides. Jusqu'à ce que, dans l'après-midi du 5e jour, une servante se précipite dans la bibliothèque. « Monseigneur, ils l'ont trouvé. » Adrien leva les yeux, emplis d'un mélange de surprise et d'espoir. « Où ?»« Sur les hauteurs de Châlons. Elle loge dans une vieille auberge, au nom de Mademoiselle Aurore L. » Adrien partit avant la tombée de la nuit. L'auberge était modeste, entourée de vignes et de silence. La jeune femme se tenait à la fenêtre, les cheveux dénoués, l'air mêlé de désir et de peur. Voyant Adrien descendre de cheval, elle se releva lentement, comme si elle savait qu'elle ne pourrait échapper à ce qui allait arriver. « Je croyais ne plus te revoir, » dit-il en entrant dans la pièce. « Et pourquoi es-tu venu ? » ?»« Parce que j'ai promis de t'épouser. Et je tiens mes promesses. » Elle détourna le regard. Elle savait ce qu'elle allait faire. Elle connaissait le risque.
Mais elle savait aussi que son cœur n'obéissait plus aux lois de son sang. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, dit-elle d'une voix tremblante. Quelque chose qui pourrait tout changer. Adrien se pencha, attentif. « Dis-moi. » Elle prit une grande inspiration. Lentement, elle ouvrit un petit médaillon qu'elle portait autour du cou. À l'intérieur, un blason était gravé, un loup doré sur fond noir. Adrien pâlit. « C'est le sceau de la maison Lancey. »« Oui. Mon vrai nom était Léonore de Lancey. Je suis la fille du duc qui a détruit le nom de votre père. » Le silence qui suivit fut plus brutal que n'importe quel cri. Adrien recula d'un pas. Le nom, Lancey, était pour lui comme un poison. C'était à cause de cet homme que sa mère était morte de chagrin. C'était à cause de lui que son père avait été exilé, calomnié, trahi. Et maintenant, la femme qu'il aimait était la fille de son plus grand ennemi? Est-ce pour cela que vous êtes venu au bal? Pour me faire honte? Pour vous moquer de moi? Sa voix était lourde de colère et de douleur. Non. J'y suis allé, parce que je voulais être libre. Parce que je n'ai jamais été d'accord avec mon père. J'ai été élevé dans le silence, comme un fardeau caché. Cette nuit-là fut le seul moment où j'étais juste, moi. Elle retira le masque qu'elle gardait encore sur elle et le posa sur la table. Et même maintenant, sans déguisement, je reste la même femme qui a dansé avec vous. Qui croyait, l'espace d'une nuit, que le passé pouvait être oublié. Adrien ne répondit pas. Il regarda le médaillon, la femme devant lui, et les blessures qui saignaient encore à l'intérieur. Demain, dit-il finalement froidement, tu seras ma femme. Mais sache que je n'ai confiance ni en toi, ni en ton nom. Il partit, laissant Éléonore seule, les mains tremblantes et le cœur brisé. Elle allait se marier. Mais elle n'aurait pas la paix. La chapelle du château de Voran fut préparée à la hâte. Il n'y eut ni proclamation, ni banquet, ni invité. Seul le comte, la mariée et le regard sévère du prêtre, qui trouva étrange ce mariage précipité, comme s'il célébrait un deuil plutôt qu'une union. Éléonore était vêtue de blanc. Non pas par pureté car elle savait que les yeux de la noblesse ne la verraient jamais innocente mais comme symbole de paix. Ou, du moins, d'armistice. Adrien entra sans sourire. Son visage était clos et ses yeux fixés sur l'autel, comme s'il accomplissait un douloureux devoir. Il ne la regarda pas une seule fois dans les yeux. Lorsque le prêtre lui demanda s'il acceptait cette femme comme épouse légitime, Adrien répondit d'une voix basse, à peine audible. Oui. Éléonore hésita un instant. Mais, le regardant sereinement, elle répondit fermement. Oui, j'accepte. Le baiser final n'eut jamais lieu. Ainsi, devant Dieu et les murs froids, un mariage qui ressemblait davantage à un pacte de guerre fut consommé. Dans la grande salle, les domestiques chuchotaient. Personne n'osa affirmer à voix haute que la nouvelle comtesse était en réalité la fille d'Alphonse de Lancey. Les aînés craignaient des représailles. Les plus jeunes, le scandale. La nouvelle, bien sûr, se répandit comme une traînée de poudre parmi les nobles. Et elle avait déjà rejoint le duc de Lancey en personne, qui, apprenant ce qui s'était passé, jeta une coupe de vin contre le mur et jura que cette union causerait sa perte ou celle de Voran. Ce soir-là, Adrien et Éléonore se retrouvèrent. Non plus comme amants dans une danse enchantée, mais comme mari et femme, partageant la même chambre et le même silence. « Pourquoi m'as-tu accepté ?» demanda-t-il en la fixant à la faible lueur des bougies. « Parce que je crois que nous ne sommes pas nos parents, » répondit-elle fermement. « Et parce que, malgré tout, je veux choisir mon destin. » Adrien l'observait. Il voulait la haïr. Il voulait la voir comme une ennemie. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler, dans le calme avec lequel elle supportait son mépris, qui le troublait. Aucune femme à la cour ne l'avait jamais défiée ainsi. Aucune ne l'avait jamais considérée comme son égale. « Si tu es venu sur l'ordre de ton père, si c'est un jeu, je jure que je ne te ferai preuve d'aucune pitié, » dit-il d'une voix grave. « Mon père ne sait même pas que je suis ici. Et s'il le savait, il me déshériterait. » Elle se retourna, alla à la fenêtre et leva les yeux vers le ciel étoilé. « Je savais que ce mariage serait une bataille. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela me ferait autant de mal d'être vue non pas comme une femme, mais comme une arme. »
Adrien ne répondit pas. Et dans ce silence amer, tous deux dormirent sous le même toit, mais avec des cœurs opposés. Le lendemain matin, quelque chose d'étrange se produisit. Une lettre anonyme fut déposée dans la chambre d'Adrien. Écrite à l'encre noire et en lettres de travers, elle disait : « La fille du loup est déjà dans la forteresse. Gardez votre lit, mon seigneur. Elle n'est pas venue par amour. » Adrien ferma la lettre d'une main tremblante. Le jeu avait commencé. Le mystérieux billet troubla Adrien plus qu'il ne voulait l'admettre. En apparence, il gardait le sang-froid d'un comte aguerri, intérieurement, un tourbillon de doute rongeait ses certitudes. L'écriture lui était inconnue. L'encre était tachée. Mais la phrase finale martelait son esprit : elle n'est pas venue par amour. Éléonore, quant à elle, regardait le château comme une étrangère en terre hostile. Le regard des domestiques était méfiant. Aucune des dames de la maison ne voulait la servir. Et même en silence, elle sentait les murmures qui imprégnaient les couloirs de pierre. Mais elle resta inébranlable. Déterminée. Même si elle n'avait pas dit toute la vérité. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle explorait les couloirs de l'aile ouest, celle qui était abandonnée depuis la mort de la mère d'Adrien, Éléonore trouva une porte entr'ouverte. À l'intérieur, poussière, toile d'araignée et un coffre en cuir verrouillé avec une serrure ancienne. Curieuse, elle s'agenouilla devant. Elle força le couvercle. Et après un effort, elle parvint à l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres, des cartes de guerre, et un journal aux armes des Voran. C'était le journal du père d'Adrien, feu le comte Bertrand de Voran. Elle n'était pas censée le lire. Mais elle le fit. Les mots étaient empreints de douleur. Le journal révélait des rencontres secrètes, des projets de paix, et, plus choquant encore, Bertrand de Voran et Alphonse de Lancey avaient été amis de jeunesse. C'est là, entre les pages jaunies, que se trouvait le début de la tragédie. Une alliance commerciale brisée par la jalousie, un duel jamais consommé, et une femme, la mère d'Adrien, promise à Bertrand mais secrètement courtisée par Alphonse. Tout avait basculé dans le ressentiment. Une rancune héritée, alimentée, et désormais réincarnée dans un mariage forcé entre ses enfants. Ce soir-là, Éléonore descendit au salon de lecture. Elle trouva Adrien devant la cheminée, un verre de vin oublié à la main. « J'ai besoin de te montrer quelque chose, » dit-elle en s'approchant, le journal à la main. « D'où tiens-tu ça » demanda-t-il, déjà méfiant. « Des appartements abandonnés de ton père. » Adrien lui prit le journal des mains. En l'ouvrant et en lisant quelques passages, son expression changea. « C'est impossible. Ton père a essayé d'empêcher la guerre. Il a essayé de protéger l'honneur de ta maison et le mien. Mais quelqu'un peut-être au sein même du château a empêché la réconciliation. » Il serra les poings. « Et pourquoi te croirais-je ? Parce que si tu étais ici en tant qu'espionne, je ne te donnerais pas d'armes contre moi. » Adrien la regarda droit dans les yeux. Pour la première fois, il vit quelque chose qu'il ne pouvait nier, la sincérité. Le doute, peut-être. La douleur, sans doute. Mais aucune malveillance. Pourtant, quelque chose en lui hésitait. Jusqu'à ce qu'un second mot arrive, déposé sous la porte de sa chambre. Si tu lui fais confiance, tu tomberas comme ton père. Ouvre les yeux, ou tu mourras aveugle. Adrien claqua la porte. Quelqu'un les traquait tous les deux. Et à l'intérieur du château, l'ennemi était plus proche qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le château de Voran, avec ses tours de pierre et ses couloirs obscurs, semblait encore plus froid ce matin-là. Un silence pesant planait dans l'air, comme si quelque chose allait se produire. Et ce fut le cas. Le serviteur Pierre, chargé de la correspondance du comte, disparut. Sans laisser de traces. Sans rien emporter. Sa chambre fut retrouvée vide, le lit intact et une seule bougie allumée sur la table. Mais ce qui retint surtout l'attention d'Adrien, c'était ce qui manquait, le sceau de cire personnel du comte, utilisé pour authentifier documents et lettres. On l'avait volé. Et Adrien savait exactement pourquoi. Pendant ce temps, Éléonore passait ses journées entre les jardins et la bibliothèque, de plus en plus isolée. Les domestiques l'ignoraient, et certains semblaient l'éviter par peur. Elle sentait des regards derrière les rideaux, des pas silencieux au loin, des portes se refermant sur son passage.
Elle était surveillée. Mais par qui? Un soir, en lisant les dernières pages du journal de Bertrand, elle trouva quelque chose qui la coupa le souffle. Il y a quelqu'un à Voran qui se nourrit de la haine entre les maisons. Un vieux nom, oublié, mais présent. Il m'observait en silence. Et s'il m'arrive quelque chose, ce ne sera pas la faute de Lancey, mais de la roche. Éléonore écarquilla les yeux. Le nom de la roche était ancien. Une branche oubliée de la noblesse, tombée en disgrâce des décennies auparavant. Elle se souvenait des histoires racontées en secret par les gouvernantes, le baron Étienne de la Roche, qui avait juré de se venger des Voran et des Lancey après avoir été publiquement humilié par tous deux. Mais il était mort. Vraiment? Cette même nuit, Éléonore entendit des pas derrière le mur de sa chambre. Elle écarta un panneau décoratif et découvrit un étroit couloir, caché parmi les pierres. Une bougie vacillante à la main, elle suivit le tunnel. Au bout, elle trouva une petite pièce. On y trouvait des papiers, des notes et des fragments de lettres partiellement brûlés. L'une d'elles portait une écriture familière, celle de Pierre, le domestique disparu. Les ordres ont été donnés. Le comte sera déshonoré. Cette femme doit se présenter comme une traîtresse. Le sceau servira le plan. Éléonore pâlit. On utilisait son nom pour faire tomber Adrien. Quelqu'un qui connaissait le château, ses secrets et les rancunes des générations passées. Elle courut aux appartements d'Adrien. Elle frappa avec urgence. « J'ai besoin de vous parler. » Maintenant. Adrien ouvrit, le visage tendu, tenant le même mot menaçant qu'il avait reçu quelques jours plus tôt. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» Elle entra et déposa les papiers sur la table. « Il y a quelqu'un parmi nous. Quelqu'un du passé. Quelqu'un qui connaît les deux versions de notre histoire, et qui veut les détruire. » Adrien lut les mots les yeux écarquillés. Et à la fin, il murmura. « La Roche. » Le nom retentit comme un coup de tonnerre dans la pièce. Dans la plus haute tour du château, un homme observait les jardins par la fenêtre. Grand, les cheveux gris et le regard froid. Il serra le seau de cire du comte dans ses mains. « Que le jeu continue, murmura-t-il. Et qu'il s'entretue, seul. » Le nom de la Roche flottait dans l'air tel un spectre du passé. Adrien et Éléonore, désormais unis par une vérité plus sombre que toute rancune héritée, commencèrent à élaborer un plan. Les rivalités entre Voran et Lancey semblaient insignifiantes comparées à la menace que représentait quelqu'un qui manipulait les deux camps comme des pièces d'échecs. « Il faut faire comme si nous étions toujours ennemis, » suggéra Éléonore. « S'il sait que nous collaborons, il disparaîtra dans l'ombre. » « Alors qu'il croit que je te méprise, » répondit Adrien avec un demi-sourire. « Et que tu me crains. » Ainsi, pendant la journée, tous deux continuèrent leur indifférence. Elle se promenait seule, telle une prisonnière tolérée. Il chevauchait avec les soldats, ignorant sa présence. Mais la nuit, cachés dans la bibliothèque, ils reconstituèrent des lettres, interprétèrent des plans du château et recoupèrent les noms d'anciens serviteurs avec des archives oubliées. C'est là qu'ils découvrirent le nom de l'homme qui résidait désormais dans la tour nord, Étienne de la Roche, supposé mort depuis 20 ans, mais maintenu en vie grâce à la protection de nobles exilés et à des affaires douteuses dans le sud de la France. Il n'était pas seulement vivant. Il était infiltré. Et pire encore, il avait des alliés au château. Un matin brumeux, un nouveau coup dur frappa Adrien. Une fausse lettre, dont le sceau avait été volé, fut remise à la duchesse de Marseley, une alliée politique clé de Voran. La lettre accusait Adrien de fomenter un coup d'État contre la couronne, avec l'aide de la maison Lancey. Le scandale fut immédiat. Des soldats royaux furent envoyés pour surveiller les faits et gestes du comte. Le château, jusque-là isolé, devint une véritable milice. « Ça va trop vite, » marmonna Éléonore. « Il veut te détruire non pas avec des épées, mais avec ta réputation. » Adrien serra les poings. « Alors nous ferons pareil. Nous exigerons la présence du tribunal. Un bal, comme la première fois. Mais cette fois, il devra se montrer à découvert. » La nuit suivante, Éléonore fut réveillée par un bruit de verre brisé. Elle courut vers la salle principale et trouva le serviteur Mathieu étendu inconscient sur le sol. Près de lui, une dague plantée dans le bois, avec un symbole gravé sur la poignée.
Un loup aux yeux creux. Il nous envoie des avertissements, dit Adrien en voyant la scène. Il nous dit qu'il voit tout. Qu'il est proche. Ou qu'il y a quelqu'un de notre côté, répondit Éléonore d'un air sombre. Et ainsi, pour la première fois depuis leur mariage, Adrien lui tendit la main sans hésitation. Avez-vous confiance en moi ? Elle le regarda dans les yeux, puis sa main tendue. J'ai confiance. Et il lui toucha fermement la main. Dans l'obscurité de la tour, Étienne de la Roche observait la salle à travers le prisme d'un miroir antique. Un sourire se dessina sur ses lèvres pâles. Ils croient gagner ensemble, mais bientôt l'un d'eux m'apportera la clé de la destruction de l'autre. Il regarda une nouvelle lettre, scellée de sang séché. Que l'acte final commence. Le château de Voran se préparait à nouveau pour un bal. Cette fois, pas de célébration. Un but. Adrien envoya des invitations à tous les nobles importants, alliés, rivaux et même anciens ennemis. L'invitation était claire, une nuit de réconciliation entre des maisons ennemies depuis des siècles. Le mariage avec Éléonore était devenu public, et l'audace du comte suscitait autant de curiosité que de suspicion. Il viendra, dit Adrien en fixant Éléonore dans le miroir. Étienne ne résistera pas à l'occasion d'assister à notre chute. Et s'il est vraiment infiltré, il tentera d'agir avant que la vérité ne l'atteigne. Ou il nous tuera au milieu de la salle de bal, répondit-elle en resserrant le collier autour de son cou. À l'intérieur se trouvait une petite fiole de poison si tout tournait mal. Le soir du bal, le château fut transformé. Lustre, musique, vin, tout était comme le premier soir où Éléonore avait descendu l'escalier avec le masque d'argent. Mais cette fois, la danse était guerrière. Éléonore portait une robe écarlate, couleur du sang. Adrien portait un costume noir avec l'insigne Voran en argent, comme un avertissement. Parmi les invités, il y avait des visages familiers et d'autres moins familiers. Mais l'un d'eux attira l'attention, un homme grand, à la barbe grise soigneusement taillée, qui se présenta comme le baron de Villon. Personne ne le connaissait, mais tous remarquèrent la précision de ses yeux qui parcouraient la pièce. Adrien et Éléonore échangèrent un regard. C'était lui. La Roche. À minuit, le comte monta à l'escalier principal et leva son verre. Messieurs, mesdames, ce soir est plus qu'un bal. C'est l'occasion de réparer des siècles de sang versé. Mais pour cela, il faut du courage. Et de la vérité. Les murmures commencèrent. Certains sourires s'estompèrent. D'autres se figèrent. Il y a un traître parmi nous. Quelqu'un qui se complaît dans le malheur de Voran et de Lancey, et qui souhaite nous voir ruinés. Silence absolu. Jusqu'à ce qu'un rire éclate. Belle parole, comte, dit le baron de Villon. Mais qui vous croira, si votre femme est la clé de tout ? Tout le monde se retourna. Éléonore. Elle s'approcha de lui d'un air de défi. Et qui croirait un homme qui aurait dû être mort il y a 20 ans ? Il la fixa, surpris. Puis il sourit froidement. Aussi intelligent qu'imprudent. Mais vous savez ce qui est intéressant aussi ? Votre père ne vous protégera pas. Et votre mari non plus. D'un geste vif, il sortit une petite lame cachée dans sa ceinture. La salle fut prise de panique. Mais Éléonore était prête. D'un geste ferme, elle lui jeta au visage le contenu de son collier, un poison acide qui provoqua une brûlure immédiate. Il hurla. Les gardes se précipitèrent et l'arrêtèrent avant qu'il ne puisse s'échapper. Adrien courut vers elle, la protégeant de son propre corps. La Roche fut placée en garde à vue. Et cette nuit-là, sous le regard de toute la cour, la partie prit fin. Ou presque. Des heures plus tard, seuls dans la salle vide, Adrien et Éléonore se regardèrent avec un regard neuf. « Tu m'as sauvé la vie, dit-il. Et tu as sauvé ma confiance. » Il la prit lentement dans ses bras. Et pour la première fois, sans masque, sans alliance politique, sans pacte de guerre, ils s'embrassèrent. Un baiser qui ne scellait pas un accord. Mais un nouveau départ. Le château de Voran s'éveilla avec un soulagement silencieux. L'arrestation d'Étienne de la Roche avait ramené un peu de paix, mais n'avait pas effacé les dégâts. Des lettres furent envoyées à Paris pour relater ce qui s'était passé. Les nobles présents au bal découvrirent la vérité, pour la première fois depuis des années,
commencèrent à reconsidérer leurs alliances avec la famille Voran. Mais, comme toujours au sein de la noblesse, un problème résolu en fit surgir de nouveau. L'après-midi suivant le bal, un carrosse arborant un blason noir franchit les portes du château sans prévenir. Les gardes hésitaient. Le blason était connu. Redouté. Le serpent d'argent entre des épées croisées. Les armoiries de la maison lançaient. Adrien et Éléonore étaient dans la bibliothèque lorsque la nouvelle arriva. « Il est arrivé » murmura-t-elle en pâlissant. « Mon père. » Le duc Alphonse de Lancey entra dans la salle principale du pas ferme d'un général et du regard perçant d'un juge. Il était accompagné de 2 serviteurs, le visage impassible. Il était vêtu de noir, comme en deuil ou sur le point de déclarer la guerre. Adrien le reçut froidement. « Je ne savais pas que nous accepterions la visite de traîtres maintenant, » dit le comte. « Et j'ignorais que mon sang dormait aux côtés d'un Voran, » répondit le duc en fixant sa fille du regard. Le silence se fit. Éléonore resta droite, malgré le poids de son regard. Mais son cœur battait la chamade. « Je suis venu chercher ma fille » déclara-t-il. « Elle a déjà joué son rôle dans ce théâtre grotesque. » Adrien s'avança. « C'est ma femme. Et elle n'appartient à personne, pas même à toi. » Le duc eut un sourire méprisant. « Tu crois vraiment qu'elle ne t'a pas manipulé? Que cette paix soudaine ne cache pas quelque chose de plus grand? C'est une Lancey, élevée pour survivre parmi les serpents. Ne te fais pas d'illusions. » Éléonore prit alors la parole, la voix toujours aussi ferme. « J'ai été élevée par la peur, non par l'ambition. Et j'ai fui ton nom précisément pour ne pas devenir l'ombre de ta guerre. Ici, à ses côtés, j'ai trouvé ce que tu ne m'as jamais donné, le choix. » Alphonse frissonna. Pour la première fois, son regard révéla quelque chose qui semblait, de l'orgueil? Non. De l'orgueil blessé. C'est donc ainsi. Une fille qui crache sur le nom qui l'a abritée. Un nom qui a aussi trouvé refuge auprès de beaucoup. Il s'avança lentement vers elle. Si tu franchis cette porte avec moi maintenant, tu pourras encore hériter de tout ce qui te revient de droit. Mais si tu restes, brûle avec lui. Elle prit une profonde inspiration. Et sans hésitation, elle se tourna vers Adrien et lui prit la main. « Je reste. » Le duc hocha lentement la tête. Puis il se retourna pour partir. Mais avant de franchir les portes, il prononça un dernier mot. « Un jour, Éléonore, tu découvriras que le sang appelle. Et quand cela arrivera, prie pour qu'il te veuille toujours à ses côtés. » Après leur départ, Adrien la regarda en silence. « C'était une guerre, Éléonore. Et tu m'as choisi. » Elle sourit, fatiguée mais ferme. « Te choisir a été la seule bataille que j'ai gagnée sans verser une larme. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que, dans les couloirs sombres de l'aile, une nouvelle lettre avait été déposée. Et dedans, une nouvelle menace. La guerre entre Voran et Lancey est peut-être terminée. Mais la fille détient encore le plus grand des secrets. La lettre avait été laissée sur le bureau de l'ancienne chambre de Bertrand de Voran, le père d'Adrien. Personne ne savait comment elle était arrivée là. Aucun domestique n'avoua l'avoir vue. Aucune trace de pas n'avait été trouvée dans les couloirs. Adrien lut les mots brefs mais énigmatiques, les poings serrés. La fille détient encore le plus grand des secrets. Le comte referma lentement la lettre. Il ne voulait pas la montrer à sa femme tout de suite. Mais quelque chose dans le ton, dans la franchise de la phrase, éveilla une suspicion qu'il détestait éprouver. Cette nuit-là, pendant qu'Éléonore dormait, Adrien retourna à l'endroit où ils avaient trouvé les écrits de la roche. Il fouilla dans le double fond de la bibliothèque et trouva quelque chose qu'il n'avait jamais vu, une petite enveloppe cachetée à la cire bleue. Le sceau n'était pas celui de Voran. Pas même les Lancey, mais une ancienne maison disparue, les Amboise. Adrien reconnut ce nom. Les Amboise avaient été accusés de trahison envers la couronne des décennies auparavant, leurs biens confisqués, leurs membres dispersés ou exécutés. Mais une rumeur persistait dans les archives de guerre, l'une des filles du dernier baron d'Amboise avait survécu. Et elle avait été recueillie, en secret, par Alphonse de Lancey. Le lendemain, Adrien confronta Éléonore dans le jardin. « J'ai une question à te poser. J'ai besoin que tu ne me mentes pas.
Elle se retourna, surprise par le ton dur de sa voix. J'ai toujours été honnête avec toi. Tu as du sang Amboise? Le rouge lui quitta le visage. Où as-tu entendu ce nom? Alors c'est vrai. Elle hésita. Puis hocha lentement la tête. Ma mère était aimée d'Amboise. Elle le cachait à tout le monde, même à moi. Je ne l'ai découvert qu'à 12 ans, en trouvant une vieille lettre cachée dans le miroir de sa chambre. Mon père la gardait précieusement, par opportunisme politique. Mais il ne la laissait jamais reconnaître. Adrien s'assit sur le banc de pierre, ressentant le poids de la révélation. Cela signifie que tu es l'héritier d'une lignée proscrite. Je n'ai pas choisi ce sang, Adrien. J'ai choisi ce que j'allais en faire. J'ai choisi de ne pas répéter les guerres, de ne pas cultiver la haine. Elle s'agenouilla devant lui. Si tu veux que je parte, je partirai. Mais ne me demande pas d'effacer ce que je suis. Car c'est ce qui m'a amené ici. Adrien ne répondit pas immédiatement. Il connaissait l'histoire d'Amboise. Il connaissait les crimes ou ce qu'il disait être des crimes. Mais il savait aussi comment la vérité était façonnée par ceux qui l'écrivaient. Après de longues secondes, il leva les yeux vers elle. Je ne veux pas que tu partes. Je veux que tu restes, et que tu affrontes tout ça avec moi. Quel que soit le poids de ton nom. Elle sourit, les yeux embués de larmes. Tu ne sais pas combien de temps j'ai attendu pour entendre ça. Mais alors qu'ils s'embrassaient dans le jardin, un chevalier en robe sombre traversa la route en direction du château. Il portait un message scellé par la reine de France en personne. Un ordre direct y était écrit. Convoquer la comtesse Éléonore de Voran à la cour. Il y a des affaires en suspens concernant la lignée d'Amboise. Et le trône exige des réponses. La grande salle du trône était silencieuse, à l'exception du murmure discret des courtisans qui s'étaient rassemblés pour assister au procès d'Éléonore. Sous les imposants vitraux qui filtraient la lumière dorée du crépuscule, la jeune femme attendait, le regard fixe mais le cœur lourd. Le roi, un homme austère à l'expression grave, leva la main et ordonna le silence. Éléonore de Lancey, vous êtes convoquée ici pour répondre aux accusations qui menacent la paix du royaume et l'honneur de cette maison. Dites la vérité, car non seulement votre sort, mais aussi celui du seigneur Voran en dépend. La jeune femme prit une profonde inspiration et commença, « Votre Majesté, je n'ai pas choisi mon passé, ni les erreurs de ceux qui m'ont précédé. Mais ce que je vous apporte, c'est la vérité de mon âme, un amour qui n'a jamais trahi sa destinée. » À sa surprise, Voran se tenait à ses côtés. « Moi, Voran, je jure devant cette cour que ce qui nous unit, Éléonore et moi, est un lien plus fort que toute intrigue ou tout bain de sang. » Puis, une silhouette encapuchonnée s'avança, révélant des documents scellés prouvant l'innocence d'Éléonore, ainsi que les trahisons royales qui avaient tenté de séparer les amants. Le roi, après un long silence, frappa du marteau. Que Voran et Éléonore soient unis, non seulement par l'amour, mais aussi par une justice retrouvée. Puisse ce jour marquer la renaissance de l'espoir dans ce royaume. Des applaudissements résonnèrent dans la salle tandis qu'ils se regardaient avec soulagement et promesse. La cour assistait à l'aube d'une ère nouvelle, où l'amour triompherait du passé sombre. Des mois s'étaient écoulés depuis ce jour décisif à la cour royale. Le soleil matinal baignait les jardins du château d'une douce lumière dorée, tandis qu'Éléonore marchait aux côtés de Voran, tous deux désormais libérés du poids des ombres du passé. La jeune femme avait gagné non seulement le droit de vivre son amour, mais aussi la confiance du royaume, qui voyait en elle un symbole de courage et de vérité. Ensemble, ils avaient commencé à reconstruire non seulement leur destin, mais aussi l'espoir d'un avenir plus juste pour tous. Dans leurs regards échangés, il y avait la promesse de jours sereins, de batailles gagnées non par la force, mais par le cœur. Et tandis que les fleurs s'épanouissaient dans les parterres, un nouveau chapitre s'ouvrait, où l'amour et la loyauté étaient les plus grandes forces du royaume. Ainsi, sous le ciel vaste et généreux, Éléonore et Voran poursuivirent leur voyage, unis à jamais, écrivant leur propre histoire, une histoire que personne ne pourrait effacer. Avez-vous aimé le dénouement de cette histoire pleine de mystères, d'amour et de secrets? Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains chapitres de nos histoires pleines de drame et de passion.